Donc, je me suis concentré cette année sur que, par hasard, je suis tombé sur un bouquin que je vais vous présenter à la fin, qui m'a beaucoup plu. Et à vrai dire, je connaissais pas grand-chose sur l'histoire de la réanimation, parce que l'histoire de l'anesthésie, on a même une date qu'on met comme début, mais sur l'histoire de réanimation, de mon côté, en tout cas, je ne savais pas grand-chose, et ce bouquin, il m'a beaucoup plu. Donc, entre autres, j'ai décidé de partager cette année avec vous quelques trucs que j'ai appris dans ce domaine de la réanimation. Donc, ma présentation a deux parties. Une première partie qui rend hommage à Pia et une deuxième partie qui explique quelques pratiques effectivement insolites de la réanimation que, heureusement, on n'applique plus. Donc, je commence d'abord avec une petite histoire qui date, qui a eu lieu quand même en 1281. C'est l'histoire de la petite Marotte à Saint-Denis. En fait, elle a 3 ans, elle tombe dans l'eau et elle se noie. Et qu'est-ce qu'ils font les gens autour d'elle? Tout le monde se raffole, on la déshabille, on la tient pendue par ses pieds et surtout, on supplie sans lui de lui rendre la vie. Et une fois qu'on a les premiers signes de vie, on la plonge dans l'eau chaude et on l'emballe dans une peau d'un animal qu'on engorge sur le champ. Sa mère la couche dans son lit ensuite, en continuant de prier sans lui. Et miraculeusement, la marotte retrouve la vie. Je dirais que ça, c'est la première histoire écrite sur le domaine de la réanimation et la ressuscitation. 5 siècles plus tard, une fille encore de 3 ans est réanimée par le chirurgien de la ville avec des méthodes très précises qui vont perdurer jusqu'à je dirais plutôt jusqu'au début 19e siècle. Et c'est le réchauffement, les douces frictions sur le dos et sur le ventre, la fumée du tabac soufflée par une pipe dans le fondement. Et puis, dès les premiers signes de vie, il la couche avec sa mère. On rentre maintenant dans l'époque de Philippe Nicolas Pillat et l'époque du secourisme. C'est un grand homme qui est né à Paris d'une famille d'apothicaires de père en fils et il a un poste assez particulier, le poste d'échevin, un poste qui est assez important. Il a que 5 sur Paris et qu'est-ce qu'il comprend ce poste? Il a le droit de police, il est responsable de la qualité des eaux, du fonctionnement des fontaines et égouts et la garde de Paris. À son époque, cette idée de secourir un noyé est une idée quand même récente, parce qu'à vrai dire, jusqu'à maintenant, on pensait que toute personne inanimée est définitivement perdue, et qu'en plus, si on l'approche et on essaie à le secourir, c'est très mal vu par la justice. À vrai dire, ce n'est pas qu'en France qui traîne cette pensée ou cette réflexion, c'est un peu partout dans l'Europe de l'Ouest. Il arrive par contre à combattre plus ou moins cet esprit un peu vétuste et il crée une entreprise opérationnelle et tout à fait fonctionnelle au mois de juin 1772 qu'il appelle l'établissement en faveur des noyés. Il assure la formation médicale et thérapeutique des militaires de la gare de Paris et il met en place le premier corps constitué de secouristes. Au milieu du XVIIIe siècle, croyance populaire tient encore en faveur des pratiques et des manœuvres brutales que Pia essaye à combattre avec la création de sa société. Avec d'autres savants à l'Amsterdam et à Londres, ils essayent à convaincre la population générale qu'il y a un pas décisif. Si on a envie de secourir quelqu'un, c'est très important à le sortir de l'eau, à le repêcher. Parce que pour la population de cette époque-là, figurez-vous que ce n'est pas forcément évident. En 1740, Réaumur
placard d'un avis qui indique au public la nécessité de secourir les personnes noyées. Parce que les personnes noyées rentrent dans une case un peu particulière. Ça veut dire qu'ils ont eu un appel de Dieu un peu précoce. Donc, même au Moyen Âge, on a des notions que ce genre-là mérite d'être sauvé, au moins d'essayer. La ville de Paris adopte cet avis en 1758 et pour encourager le civisme, Pie prend une décision qui est remarquable pour motiver les gens. Bizarrement, un truc qui marche jusqu'à nos jours, il faut les payer. Et donc, il donne des sous pour avertir le corps de garde en indiquant un lieu d'accident. Vous allez être payé 6 livres. Ceux qui le retirent de l'eau, enfin la victime de l'eau, et aident à l'admission des soins, va recevoir 24 livres. Si vous faites des dépenses liées à ce sauvetage, vos frais vont être remboursés. Et si les médecins, les apothicaires ou les chirurgiens ne veulent pas forcément être payés parce qu'ils considèrent que ça fait partie de ses devoirs, on a instauré même une médaille de reconnaissance. Un rapport après chaque intervention a été fait. Et on a des données très précises. Qu'est-ce que ça a donné vraiment en pratique? Le nombre de personnes secourues varie entre 6 dans les mois d'hiver et 13 en été, pendant l'époque des baignades. PIA arrive à imposer quelque chose qui existe jusqu'à nos jours, et c'est cette réglementation quant au lieu et heure où elles sont autorisées, les baignades. Et en 1779, on a 75 interventions et 3700 livres dépensés pour des gratifications. Maintenant, je vais vous présenter, on est tous au courant qu'il a créé une boîte remarquable qu'on trouve d'ailleurs au Musée de la médecine à Paris. Mais qu'est-ce qu'elle contient, cette boîte, qui a été adoptée aussi en Amsterdam et à Londres? Il y a un appareil fumigatoire, une canule à bouche, un soufflet, une cuillère de fer, 4 rouleaux de tabac, des émétiques, une bouteille d'eau de vie frais, un flacon de sel ammoniac, 2 bandages à saigner et une camisole et un bonnet de laine. Et si vous faites attention, vous allez voir que ça, c'est les pratiques que je vais vous présenter dans la deuxième partie de mes diapos. Je dirais une version améliorée de toutes les sauvageries qui ont été faites avant. On peut dire que si la société d'Amsterdam a donné une première ébauche d'organisation, l'établissement parisien de PIA impressionne par les structures réglées et par son efficacité. À vrai dire, parmi les 3 centres de secours, donc Amsterdam, Paris et Londres, qui ont mis en place des soins de réanimation, à vrai dire, c'est vraiment que à Paris que c'est aidé par l'État, surveillé et guidé par l'État, et c'est le seul centre où ça fonctionne objectivement très très bien. Grâce à cette activité de PIA, il y a eu une grande discussion entre les 3 centres, Amsterdam, Londres et Paris, et il y a un premier consensus dans l'approche médicale de la réanimation, selon les moyens qu'il existe à l'époque, bien sûr. Je vous ai dit qu'il y a plein de rapports faits après chaque intervention, mais tout ça, ça a brûlé pendant la convention. Donc, on a des traces un peu à droite, à gauche, mais la plupart, malheureusement, a été brûlée. Par contre, quelques années plus tard, en 1829, on a 2 récits très fiables, un de docteur Leroy d'Étiole et l'autre de docteur Marc, qui nous donnent des données très précises sur l'utilité de cette invention de PIA. PIA, il a été mort déjà depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il dit, le roi d'Étiole? Il dit que depuis 1772 jusqu'à 1788, PIA, le fondateur et directeur des établissements de secours pour les asphyxiés, rappelait à la vie 813 noyés ou asphyxiés sur un nombre égal de 934. Il sauvait 8 individus sur 9. Et Marc dit que l'établissement de PIA permet globalement de réanimer 80% des personnes retirées de l'eau, voire plus. Donc, quand même, une utilité de cette réanimation rudimentaire
qui est non négligeable, qui est même extraordinaire, je dirais. Maintenant, on passe à la deuxième partie de ma présentation qui présente quelques actes ou gestes réanimatoires. Le premier, c'est réchauffer le noyer, mais pas n'importe comment, avec des cendres et de fumier. Assez rapidement, les secouristes ont aperçu que le corps noyé est froid, donc logiquement, il faut rétablir la température convenable. Dans la majorité des cas, on débarrasse le noyé de ses habits trempés, on essaie à le sécher, à le couvrir avec des habits ou des tissus chauds et secs et de le placer près d'un feu. On recommande aussi d'enfuir le noyer jusqu'au cou dans diverses substances chaudes. Le sable, le sel ou un mélange de sable et sel, les cendres. Parfois, on peut le coiffer avec un bonnet rempli de cendres. Et vous vous souvenez que dans la boîte de Pia, il y avait quand même une couette en coton, si je peux dire comme ça, et un bonnet. Appliqué par Dumoulin, médecin de Cluny en 1745, qu'est-ce qu'il applique? Il applique cette idée de couvrir le malade avec de cendres et il dit qu'il a basé cette idée sur un jeu d'enfant. C'est donc des insectes noyés qu'on ramène à la vie sous les cendres ou sous le sel. En fait, à cette époque-là, il avait les enfants qui jouaient à ça, donc il était un peu inspiré par ça. 10 ans plus tard, cette méthode est adoptée officiellement par la ville de Lille. Pline l'Ancien mentionne cette pratique dans ses récits. Bien sûr, comme vous pouvez imaginer, aucune preuve comment et d'où il a vu tout ça, donc il note que ça a existé. Une autre manière de réchauffer les noyés, c'est de les enterrer jusqu'au cou dans du fumier. Par contre, ici, on a les 3 grands partisans de la réanimation rudimentaire, si je peux dire comme ça, Bruyère, Antoine, lui, et Tissot. Et une pratique utilisée par l'armée française pendant la guerre de 7 ans, 1756-1763. Pourquoi? Parce qu'il y a un général de l'armée qui était un grand admirateur de Bruyère. Donc, il a lu ces articles. Et donc, il s'est inspiré par ça. Encore une fois, aucune donnée. Est-ce que ça a vraiment sauvé des vies? Combien? Et tout ça? Aucune. Ambroise Paré utilise cette méthode qui c'est des méthodes, vous pouvez l'imaginer, qui tombent dans l'oubliette pendant quelques siècles, après on les ressort, après ils retombent, voilà. Donc Ambroise Paré utilise cette méthode en 1568 pour soigner en campagne un soldat amputé qui a pris le froid. Est-ce que c'est pas un choc septique? Ça, je ne sais pas. Et qui le couvre pendant 3 jours avec du fumier d'une étable, parce qu'il n'avait pas de nu à côté. À partir de 1761, cette prise en charge fait partie intégrale du paradigme réanimatoire, donc une place très très importante qui est repris dans la vie au peuple sur sa santé de Tissot. Une autre méthode, la peau de mouton fraîchement écorchée. En 1757, André de la Porte est réanimé selon le protocole suivant. Donc, on met du fumier du tabac dans l'anus, dans la bouche et dans les narines. On fait un saignée et enfin, il est mis dans les peaux de moutons qui venaient d'être écorchés exprès. Critiqué au début du 19e siècle, la réanimation par application de peau de mouton est encore à cette époque citée par des médecins renommés. Parce qu'à vrai dire, à 19e siècle, on devient quand même un peu plus exigeante. Et on se rend compte que ce traitement est très, très, très de tout. Plus ancien, encore une fois, mentionne cette pratique pour faire disparaître des traces et des plaies de coups de fouet. Il faut savoir que certaines de ces pratiques étaient déjà connues, mais pour d'autres souffrances. Pas forcément pour réanimer. Et justement, c'est ce qu'il cite Pline l'Ancien. Ambroise Paré affirme qu'il guérit ainsi en 1582 un enfant de 12 ans, sur lequel un carrosse avait roulé par 2 fois. Il ne mentionne pas si l'enfant a vraiment survécu, combien de temps après et tout ça, mais il mentionne qu'il a emballé l'enfant dans des pots, des moutons. Cette pratique est aussi recommandée pour les femmes en couche et pour les nouveau-nés faibles ou les complications postpartum. Encore une fois, selon Paré, pour toutes les femmes en postpartum, la peau de mouton noire, figurez-vous qu'il y a une couleur précise qui marche, écorchée vif, doit être appliquée sur le ventre et les reins.
Un autre médecin, Rouvière, recommande dans les convulsions généralisées ou sur les parties convulsives. On peut aussi le couvrir avec des organes internes ou le plonger carrément dans le ventre dans un gros animal, par exemple un bœuf, une vache, un mouton. Encore une indication, c'est le traitement de la fureur utérine, l'hystérie. Une histoire assez curieuse, on appelle ça le nouveau Lazare. Donc, c'est un monsieur qui a décédé à 16 ans. Et Bruyé, il retrouve cette histoire et il a décrit à 1749. Ce monsieur, il est donc son fils, qu'il s'appelle aussi Rémy Hénon, il apprend que son père est mourant et donc il écorche plusieurs moutons, il emballe dans des pots et bizarrement, bien sûr qu'il y a la prière de Saint-Geneviève. Jusqu'à maintenant, on sait qu'il y a au moins 200 qui répond à l'appel. Hein. Donc, sans lui en premier, puis s'il ne répond pas, c'est Saint-Geneviève. Donc, à ce cas-là, ils ont appelé Saint-Geneviève, ils ont emballé le mourant dans des pots de mouton et bizarrement, il a survécu pour encore 30 ans. Et il paraît que dans le cimetière de Poissy où il est enterré, il y a toujours sa dalle où c'est écrit effectivement Nouveau Lazare. Je ne suis pas allé voir, comme vous pouvez l'imaginer. Un autre moyen, l'urine chaude à faire boire. Louis Bourget, dans le Mercure suisse, il dit qu'il est sûr qu'on a souvent fait revenir les noyés en leur soufflant dans les intestins pour rétablir le ressort de ces viscères et en faisant couler de l'urine chaude dans leur bouche. Par contre, il ne donne aucune preuve. Donc, ça, c'est aussi des récits un peu libres. L'urine était couramment utilisée dans la médecine, par exemple, pour traiter la goutte, mais pas pour le traitement de la noyade avant 1733. Richelet, en 1680, dit que si on fait boire à une personne tombée en apoplexie un verre d'urine, cela est capable de le guérir. Mais pas de référence bibliographique non plus. On constate dans les textes médicaux du XVIIe siècle un lien entre l'urine et l'eau de vie pour réveiller les esprits dans les paralysés, la léthargie, l'apoplexie et les maladies hystériques. Juste un petit rappel, dans la boîte de Pia, il n'y avait aucune notion d'utilisation des urines, mais il y avait par contre l'eau de vie camphrée, c'était pour faire des frictions, pas pour donner à boire aux souffrants. L'autonom, la barbe et le rasage, des pratiques qui ont perduré quand même pas mal de temps, à vrai dire, même assez violents. Le roulement sur un tonneau ou dans un tonneau disparaît comme en pratique peu à peu dans les cours du XVIIIe siècle parce que c'est considéré progressivement comme trop violent. Autrement dit, les gens se sont rendus compte plus ou moins rapidement qu'on fait plus de dégâts que de l'aide aux souffrants. La pratique d'autonom est présentée comme courante et ancienne par Héan, le médecin de l'impératrice Marie-Thérèse. C'est une pratique vraisemblablement recommandée par Aetius au 5e siècle, qui est tombé dans l'oubliette et qui apparaît chez plusieurs auteurs du XVIIe siècle, puis dans le Mercure suisse, dès ses premières lettres, comme une pratique certaine et courante. Juste pour un petit rappel sur Mercure suisse, on a les premiers articles dédiés à la réanimation. La berne, c'est un récit trouvé par Bruyé dans un ouvrage de 1743 sur la Corse. C'est une coutume qu'on applique à chaque mort en Corse. Ça veut dire qu'on fait sauter le mort pendant une demi-heure. Donc, pratiquement, on est au courant qu'il y a un mort dans une maison. Il y a les gens qui rentrent, qui donnent forcément une claque à la veuve pour je ne sais pas quelle raison. Et puis, ils récupèrent le mort et pendant une demi-heure, ils le jettent dans l'air. Donc, épreuve ultime, ils disent que des fois, ça réveille certains léthargiques. Le rasage de la tête, écrit pour la première fois chez le jardinier de Trondingholm en Suède. C'est quoi cette histoire? On le sauve après plusieurs heures sous l'eau. Et les secouristes de l'époque disent que le geste ultime qui a sauvé la vie de ce pauvre jardinier, c'était le fait qu'on a rasé sa tête. Ça a été cité plusieurs fois d'ailleurs comme un traitement contre l'épilepsie, la léthargie, le coma et la folie. Voilà à quoi ça ressemble
le traitement d'un noyer avec un tonneau. L'insufflation alvine. Pour juste vous montrer à quel point cette pratique a été en même temps douteuse, mais tellement bien incrustée dans la vie des 2-3 siècles précédents, voilà qu'est-ce que j'ai trouvé sur Internet, en fait. Dans la langue anglaise, il y a toute une expression qui est liée à cette pratique et qui, je vais essayer de vous traduire qu'est-ce que ça veut dire. Donc, quand on dit que blowing up smoke up one's ass, en fait, l'idée, c'est que makes them feel praised and important. Ça les fait, vu qu'on nous applique chez quelqu'un qui est en pleine détresse et il a énormément de monde autour, qu'il se prend pour très important. Donc, cette pratique douteuse, on n'a jamais su, à vrai dire, si ça a sauvé quelqu'un. Mais cette pratique est tellement incrustée dans la vie au quotidien que ça existe comme expression jusqu'à nos jours. À Réaumur, il dit que ce qu'il a de mieux peut-être à faire, la pratique la plus importante à appliquer chez un noyer, mais à vrai dire, aucune certitude sur son origine. Quand on cherche un peu l'information sur cette pratique qui est quand même extraordinaire, à vrai dire, moi j'ai eu vraiment du mal à trouver qui a eu cette idée, d'où ça vient, et surtout qui a eu cette idée pour la première fois. Mais il paraît que c'est vraiment quelque chose de très très ancien. Et il y a plein scientifiques de l'époque convaincus que ça marche parce qu'il y a une invention extraordinaire de plusieurs machines qui permettent de réaliser cette pratique. Donc, les gens et les secouristes de cette époque étaient convaincus que ça marche très bien. Surtout dans les années 1770, il y a pratiquement une course pour trouver le meilleur appareil pour procurer ces soins. L'application de gestes de façon systématique fait aucun doute. C'est écrit partout, tout le monde est convaincu qu'il faut le faire. Mais à partir du moment que tout le monde est convaincu, il y a déjà des gens qui remettent en question, comme pour tout, je vais me dire. Ça existe bien sûr dans la machine de Pia, on a vu, et surtout, en comparaison de toutes les autres techniques que j'ai déjà présentées, c'est la seule où on trouve des essais sur des animaux. Donc, ça veut dire non seulement que ça a travaillé l'esprit des secouristes et des scientifiques, mais qu'ils ont voulu vraiment montrer que ça marche. Aussitôt, avec l'apparition de cette pratique, il y a bien sûr l'opposition qui devient progressivement de plus en plus forte. Et elle apparaît pour la première fois dans la dernière quart du XVIIe siècle. Et à vrai dire, la fin, c'est début 19e siècle, avec la découverte que le tabac à haute dose est reconnu comme poison. Il y avait déjà plusieurs preuves qu'il faut quand même arrêter avec ce truc ridicule. Mais cette découverte début 19e siècle, c'était presque le dernier clou dans le cercueil de cette pratique assez douteuse. Le premier qui s'exprime à Paris en voix haute, c'est le docteur Portal, 1770. À Lyon, il y a le docteur Coindre, qui se définit comme un médecin raisonnable. Et il fait un appel à tous ses collègues de retirer la machine fumigatoire des boîtes de secours déposées le long de la Saône et le Rhône dans les années 1780. Et il ne cache pas qu'il est très influencé par Portal. Et ils arrivent à obtenir cette procuration à Lyon. Une pratique aussi contestée en Italie et en Angleterre, mais vu qu'elle est largement utilisée, c'est un peu compliqué de retirer tout de suite. Interrogé en 1776 par Royal Humane Society, John Hunter refuse l'usage de tabac qu'il considère comme une substance qui réduit les forces animales. Mais il dit aussi qu'il n'a pas son propre expérience dans le domaine. Et à vrai dire, c'est d'abord les Anglais qui ont essayé de trouver une décision en même temps objective et définitive de cette pratique, de l'existence de cette pratique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rassemblent une dizaine quelques spécialistes,
qui donne chacun son avis. À vrai dire, à la fin, ça donne pas grand-chose, à vrai dire. Une condamnation de cette pratique apparaît une dizaine d'années plus tard après l'intervention de John Hunter. C'est Kite, cette fois-ci, qui critique le tabac, mais qui critique pas forcément la mesure. Donc, il propose qu'on remplace en fait le tabac avec de la menthe de camomille. Au moins, ça va sentir mieux. Et quelques années plus tard, Coleman dit que cela, vraiment, c'est une charlatanerie au plus haut degré. Voilà, le tribunal dont j'ai commencé de parler tout à l'heure en Angleterre, ils ont dit de trouver une décision finale et objective en 1793. Ça donne malheureusement rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'ils font? 11 personnes, dont 3 médecins et un chirurgien, défendent férocement cette pratique. Donc, ils sont convaincus que ça marche très bien. Et en fait, remplacer le tabac avec d'autres herbes, c'est très peu évoqué et en fait, ça aboutit à rien. Pareil en France, cette pratique perdure jusqu'au 19e siècle. Un autre féroce protecteur de cette pratique, le docteur Fodéré, un très connu médecin légiste, qui dit que les poisons ne font-ils pas les meilleurs médicaments si bien utilisés. Il regrette cette quasi-disparition de cette pratique à son époque-là. Encore quelques médecins célèbres qui protègent cette pratique. Le docteur Plisson, 1820, et le docteur Marc, quelqu'un de très important, médecin du roi et directeur de secours noyés et asphyxiés, un partisan de cette pratique. Le docteur Guérard emploie les fumigations ne serait donné lieu à aucune critique fondée. Donc, autrement dit, je crois que ça marche très bien, il ne faut pas critiquer cette pratique. Et heureusement, c'est dans la seconde moitié du 19e siècle que cette insufflation nervine disparaît des textes médicaux et les pratiques de secours pour les noyés à gens qui ont besoin d'une réanimation, peu importe si c'est quelqu'un qui est en train de se noyer ou d'autres souffrances vitales. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je serai ravi à répondre.